Bonjour et bienvenue sur CNews de 9 h à 10 h 30 et sur Europe 1. Il existe des actrices qui dépassent leur filmographie. Elles laissent dans leur sillage non pas une carrière, mais un visage, un charme, un instant. Je n'écoute pas ces notes de musique que vous entendez sans penser à certains dimanches soirs sur TF1 quand passait et repassait dans les années 70 Un homme et une femme de Claude Lelouch. Je n'avais pas vu le film à sa sortie, j'avais 2 ans. Je l'ai découvert à la télévision. Longtemps, dans ma chambre de lycéen, était accrochée l'affiche du film avec ses photos disposées comme un puzzle qui racontait 90 minutes d'une vie entre Monte-Carlo, Deauville et la gare Saint-Lazare. Elle s'appelait Anne Gauthier. Il s'appelait Jean-Louis Duroc. Il roulait à toute beurzingue dans une Mustang blanche frappée du numéro 184 sur les portières. 184 puisque 1 plus 8 plus 4 égale 13. Le chiffre porte-bonheur d'un génie du cinéma qui reste ce matin inconsolable. Jean-Louis Trintignant est mort, Anouk Aimée est morte. Que reste-t-il de nos amours? Quelques shabadabada, une plage, un matin d'hiver, un chien qui court, des enfants emmitouflés qui jouent sur le sable froid et surtout la grâce, l'élégance à jamais inscrit sur pellicule. Hier soir, pour la 100e fois, j'ai attendu Anne Gauthier sur un quai de gare et avant que la nuit ne stoppe ce train qui filait de la Normandie jusqu'à Paris, j'ai regardé une nouvelle fois un homme et une femme. Nous sommes déjà en direct avec Jacques Kosowski, qui est le maire de Courbevoie. Je le remercie d'être avec nous. Bonjour monsieur le maire, vous êtes au conseil municipal depuis 1983 de Courbevoie. Vous êtes maire depuis 1995, vous avez été 4 fois réélu et vous êtes maire des Républicains. Et vous allez pouvoir évoquer ce drame absolu qui est arrivé dans votre ville, une fillette violée. Une jeune fille de confession juive aurait été violée par 3 adolescents de 12, 13 et 14 ans ce week-end à Courbevoie. Je vous propose de voir le sujet de Thibaut Marcheteau. Sandra Buisson nous donnera évidemment des informations et vous allez pouvoir nous donner votre réaction. C'est dans ce square samedi dernier que l'agression de l'adolescente de 12 ans aurait commencé. Alors qu'elle rentrait chez ses parents, elle croise 2 jeunes, dont un qu'elle reconnaît, qui l'oblige à les suivre dans un local désaffecté. Selon son récit, un 3e garçon les rejoint. Ils sont tous âgés de 12 à 13 ans. Après avoir fait référence à sa religion juive en l'insultant et la frappant, 2 des adolescents la violent. Le 3e filme la scène. Pour ne pas qu'elle dénonce ces faits à la police, l'un des jeunes la menace de mort et lui demande de lui rapporter 200 € dès le lendemain. Une information judiciaire a été ouverte pour viol aggravé et agression sexuelle aggravée par le fait qu'ils ont été commis sur une mineure et en réunion. Les qualifications de tentative d'extorsion, d'atteinte à l'intimité privée et de menace de mort sont également retenues, ainsi que des violences et injures, ces 2 dernières infractions étant commises à raison de la religion de la victime. Donc c'est évidemment des actes qui auraient été proférés, ou en tout cas qui auraient été faits à cause de la religion juive de cette jeune fillette qui a été violée. Sandra Buisson, est-ce que vous pouvez nous apporter quelques informations? Oui, alors on va préciser donc sur les 3 mineurs, donc un est âgé de 12 ans et 2 de 13 ans. Il y en a 2 qui sont mis en examen pour le viol aggravé de cette jeune fille, puisque effectivement, conformément à son récit, il apparaît que 2 d'entre eux l'ont violée et que le 3e n'a pas participé au viol. Donc pour ce fait, il a été placé, lui, sous statut de témoin assisté. Ils sont mis en examen tous les 3, en revanche, pour agression sexuelle en réunion, tentative d'extorsion. Et 2 infractions sont retenues à raison de la religion, c'est-à-dire que des violences ont été commises en réunion à raison de la religion et des injures ont été proférées à raison de la religion de cette jeune fille. Ces 3 jeunes adolescents ont été présentés au magistrat instructeur. 2 d'entre eux, qui ont 13 ans, ont été placés en détention provisoire, donc ils sont en prison le temps de la poursuite des investigations et le 3e fait l'objet d'une mesure éducative judiciaire. Jacques Kosowski, je le répète, est le maire de Courbevoie. Bonjour monsieur le maire. Je voulais entendre votre réaction ce matin, même si j'imagine, comme nous, vous manquez peut-être d'informations à ce stade de l'enquête. Oui, c'est vrai, d'abord bonjour, je manque d'informations, mais vraiment ma première pensée va à cette jeune fille de 12 ans. Cette jeune fille de 12 ans qui a subi cet acte odieux, pour pas dire, disons ce crime, elle ne pourra jamais l'oublier. C'est ça la difficulté, c'est elle que je pense. Quel que soit son âge, tous les psychologues qu'elle pourra voir, ça ne
pourra pas être oublié. Et ça, dans ma commune, j'ai été très surpris que cela se fasse. On n'est pas, bien entendu, à l'abri de tout, mais vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas que des jeunes de 13, 14 ans puissent faire des actes comme cela. L'antisémitisme, il faut dire que, très honnêtement, quand on voit cette campagne aussi, en même temps, je suis désolé de le dire, mais aux européennes, ça n'arrange pas les choses. Mais ce n'est pas une raison, pas une excuse. Je pense vraiment à cette jeune fille. Je pense aussi à ses parents. Si ses parents ont besoin, et je vais les contacter, qui viennent me voir. Mais vraiment, on ne peut pas accepter ça. C'est intolérable. Intolérable aujourd'hui dans le contexte actuel et dans nos villes. Et c'est vrai que c'est au maire aussi de faire le maximum. Je vais me renseigner, savoir plus, qu'est-ce que je peux apporter de plus à ces personnes-là, et surtout, que cela ne se refasse pas. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que vous avez pris contact avec cette famille? Est-ce que vous connaissez cette famille? Et est-ce que vous connaissez évidemment la réaction de la communauté juive dans votre ville de Courbevoie? Alors je me suis rapproché, disons, du président de la communauté juive, qui ne connaît pas cette famille, qui m'a dit qu'il faisait une enquête et qu'il me donnerait bientôt des renseignements pour que je puisse rencontrer cette personne. Voilà. Et dans votre ville, évidemment, l'émoi est grand, j'imagine. Vous avez, quand je vous ai appelé ce matin, j'ai senti une émotion très forte. Je rappelle que vous êtes dans le conseil municipal depuis 1983. Vous avez du recul. Ça fait 40 ans que vous voyez cette société française changer, parfois se fracturer, disons-le. Et je comprends dans les mots que vous dites. Vous ne comprenez pas, dites-vous, des enfants de 12 ans, 13 ans, ce qui devient non pas la règle, mais ce qui devient des cas réguliers, quoi, des affaires régulières aujourd'hui de ces jeunes adolescents perdus, sans doute, qui font des choses qu'il y a 40 ans aucun adolescent ne faisait, monsieur le maire. Vous savez, quand j'ai appris ça hier soir, je vous dis très sincèrement, la nuit est difficile. Parce que vous avez beau être mère, vous êtes aussi un papa. Vous n'êtes pas que mère. Et donc vous pouvez penser que vous avez des enfants, vous avez des petits-enfants, et tout ça, ça peut arriver. Et donc vous vous dites, qu'est-ce que je peux faire pour justement que ça n'arrive plus? Alors peut-être aussi rencontrer des communautés, on faisait des communautés, quelles qu'elles soient, de sensibilité, disons, religieuse, pour voir comment on peut pallier à ça. Je ne sais pas d'ailleurs d'où viennent ces enfants, c'est voyous plutôt, c'est pas des enfants. Les voyous, je ne sais pas d'où ils viennent, s'ils sont courbevoisiens ou pas, mais ça ne change rien. Mais déjà, on essaie, chaque maire doit travailler dans sa communauté pour pouvoir faire quelque chose. Je ne vous aurais pas posé la question si vous-même n'aviez pas abordé l'aspect politique, mais vous avez dit, après la campagne qui a existé ces derniers temps, et notamment une campagne d'antisémitisme qui est menée, disons-le, par l'extrême gauche, est-ce que ça vous fait réfléchir au vote que vous aurez ces prochains jours, le 30 juin et le 7 juillet? Écoutez, quand on regarde très honnêtement les européennes, on l'a bien vu, je ne suis pas un analyste politique, vous êtes beaucoup mieux que moi, mais on a vu ces campagnes européennes qui sont sur la Palestine et disons Israël de l'autre côté. C'est pas la France. La France, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays? Et évidemment, tout ceci fait que pour des esprits faibles, comme des enfants qui ont 13 ou 14 ans, ils peuvent penser aller d'un côté ou de l'autre. Mais vous vous rendez compte qu'à 13 ans, 14 ans, on est antisémite. Non mais c'est invraisemblable. Et vous disiez tout à l'heure, tout à fait raison, il y a 30 ou 40 ans, jamais on n'aurait pensé à ça. Non mais même si on a connu la guerre, mais c'était autre chose. Mais jamais on n'aurait pu connaître ça. Non mais j'entends bien, mais vous-même avez évoqué cette campagne-là. Il y a une question qui va se poser pour les gens des Républicains, et M. Raffarin, hier, cette question lui a été posée, c'est que très clairement, et ça c'est le choix de chacun, bien évidemment, dans un deuxième tour, dans un duel, vous-même, monsieur le maire, entre un candidat du Rassemblement national et un candidat du Front populaire affilié à donc la France insoumise, quel est votre choix? Écoutez, je ne donnerai pas mon choix, d'abord parce que je suis président des maires du département, je ne souhaite pas donner mon choix, parce que je dois avoir le droit de réserve, c'est à moi de voir, et j'espère que dans ma commune, je n'aurai pas à choisir. Je vous remercie en tout cas d'être intervenu. Je vous remercie beaucoup d'être intervenu. Et effectivement, avec Sandra Buisson, bien évidemment, nous allons suivre cette affaire qui peut d'ailleurs être un moment important de cette campagne électorale et qui éclaire la situation que nous vivons aujourd'hui, qui l'illustre en tout cas. On va être dans une seconde avec Julien Drey qui a réagi, parce que Julien Drey, depuis hier soir, il multiplie les tweets en disant pas de réaction politique, pas de réaction politique. Pas de réaction politique. Et ce deux poids, deux mesures dont on parle souvent dans l'espace médiatique. Je dis toujours la même chose. Imaginez une agression dans le climat dans lequel nous sommes. Imaginez une agression d'une jeune fille de confession musulmane dans le climat dans lequel nous sommes. Que serait la réaction médiatique ce matin? Il n'y a pas de réaction politique parce que
Il faudrait aborder un tabou, c'est Éric Nolot. la relation entre l'antisémitisme criminel et l'antisémitisme d'atmosphère. Il faudrait aborder cette question un jour ou l'autre. Quand vous avez la tête de liste officieuse, Rima Hassan, qui dit que Israël, c'est pire que Poutine et la Russie, quel effet ce discours produit sur les jeunes cervelles de ces jeunes voyous? C'est ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de réaction politique, parce qu'on ne veut pas aborder cette question. Il faut que ça reste dans le flou. Enfin, les mots ont un poids. Les mots, dans certaines cervelles, encouragent le passage à l'acte. Et un jour ou l'autre, il faudra aborder cette question. Voilà. Oui, puis il faut rajouter aussi Sabrina Medjeber. la question de savoir qui élève ces prédateurs, dans quel bain culturel et familial grandissent-ils. On sait que, évidemment, cette abomination, c'est la moisson de la haine anti-juive qui a été semée et récoltée par la France insoumise, qui a tablé justement sur le conflit israélo-palestinien pour exalter les passions identitaires et appeler à la disjonction et au repli et à l'antisémitisme. Mais moi, j'aimerais savoir qui a élevé ces enfants et pourquoi les parents ne sont-ils pas convoqués, tout simplement. Haïm Corsia a tweeté, horrifié, la justice devra sanctionner avec fermeté les auteurs de cet acte abject. Nul ne saurait être dédouané face à ce déferlement antisémite sans précédent. Nul ne peut ignorer que les pourfendeurs de haine sont aussi leur part de responsabilité. Le CRIF a également tweeté, immense émotion face au viol tragique de cette jeune fille. Toute la lumière doit être faite sur les circonstances de ce crime, y compris le caractère antisémite, si cela devait être confirmé. Nous suivrons avec vigilance tous les développements de cette affaire extrêmement inquiétante. Alors, je ne sais pas si Julien Drey est déjà avec nous. Voilà le tweet du CRIF que vous voyez. Joachim Le Floch Imad. Ce qu'on attendrait également, c'est un mea culpa de la part de tout un tas de gens à gauche notamment qui ont minoré l'antisémitisme d'atmosphère dont vous parliez très justement, qui s'est emparé de la France post-7 octobre. Enfin, lorsqu'on parle d'antisémitisme résiduel et que vous avez 300% d'actes antisémites en plus au premier trimestre 2024 par rapport au premier trimestre 2023, c'est qu'on est totalement dans le principe d'irréalité. J'ajoute quand même que cette affaire, elle montre aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est le rajeunissement de l'antisémitisme. J'avais été frappé par une étude IFOP il y a quelques mois qui montrait que 35% des 18-24 ans trouvaient normal de s'en prendre à des juifs en raison de leur soutien présumé ou avéré à Israël. Tout ça est extrêmement grave et ça révèle également un rajeunissement de la violence qui impliquerait, je crois, un Big Bang de l'autorité dont on est très loin aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon n'a pas seulement nié l'antisémitisme en France, il a nié l'antisémitisme du 7 octobre. Il a dit que ce n'était pas un pogrom, que les Israéliens n'avaient pas été tués parce qu'ils étaient juifs. Il suffisait de regarder les extraits publiés par le Hamas où on disait « il faut tuer des juifs, il faut tuer des juifs ». Quand vous niez l'antisémitisme, c'est une chose, mais quand vous ciblez vous-même des personnalités en raison de leur confession juive, que vous dites que Yael Braun-Pivet va camper à Tel Aviv, que vous ciblez Patrick Drahi, que vous ciblez Routel Krief, eh bien vous avez forcément une responsabilité dans le climat d'antisémitisme qu'on vit actuellement. Julien Drey est avec nous. Je lis bonjour Julien Drey. Je lis les derniers tweets que vous avez postés. Les heures passent. On va mettre le réveil pour voir si quand ils se réveilleront, les responsables politiques auront eu le temps de réfléchir à ce qui s'est passé à Courbevoie et la monstruosité des faits que le parquet a évoqués. Bonjour Julien Drey, votre réaction ce matin? Non, je pense que c'est pour ça que j'ai fait ce tweet. Il faut bien comprendre que quand le parquet et ensuite le juge d'instruction décident de caractériser une violence en disant qu'en plus elle est antisémite, c'est qu'ils savent ce qu'ils font. Et donc à partir du moment où ils ont décidé de prendre cette caractérisation, tous ceux qui vont commencer à nous dire attendez, il faut voir, de la prudence, il faut que l'enquête, sont en train de minoriser, comme on l'a fait dans d'autres affaires, la gravité des faits. Et cette gravité, elle est terrible. Et c'est pour ça que les politiques doivent maintenant, non pas polémiquer, mais comprendre la situation dans laquelle se trouve cette société. Alors il y a deux faits. Il y a évidemment cette tiktokisation de la société qui fait que les violences sexuelles, notamment chez les plus jeunes, sont très banalisées ou ne sont pas prises en considération. Et puis il y a le caractère antisémite horrible qui est avéré, en tous les cas qui est constaté par le parquet, le juge d'instruction. Donc là, si vous voulez, si on se contente simplement de faire quelques petites phrases et puis de passer à autre chose, on ne se rendra pas compte du mal qui est en train de gangréner. Moi, vous savez, j'ai des centaines d'amis juifs qui passent leur temps à me dire maintenant, est-ce qu'on a encore notre place en France? Est-ce qu'il faut qu'on se prépare à partir? Est-ce que c'est pas déjà trop tard? Et c'est la question qui est posée, parce que la France est en train de perdre ses juifs. Et vous-même, vous vous posez cette question de rester en France? Je me la pose peut-être pour mes enfants, peut-être.
Moi, je suis là, je vais me battre jusqu'au bout. Je suis déjà un vieux monsieur. Je vais poser cette question à tous les interlocuteurs politiques que je rencontrerai d'ici le 30 juin, parce que je pense que c'est une question fondamentale, Julien Drey. Et chacun y répond comme il a envie d'y répondre. Le 7 juillet, plus exactement, dans un duel entre un candidat du Rassemblement national et un candidat de la France insoumise, pour qui vous votez ? Pascal, vous aurez ma réponse dans les débats avec Gilles William. Parce que pour l'instant, je veux rester sur les faits. Voilà. Et sur ces faits-là, vous savez, dans le temps, dans les années 80, quand il y a eu des faits racistes graves, toute la société s'est mobilisée. On a fait sonner les cloches, on est descendu dans la rue, tout le monde s'est mobilisé. Et je pense que là, maintenant, c'est la responsabilité du gouvernement, du chef de l'État, de faire qu'il y ait un choc profond dans la société. Je vous remercie. On comprend évidemment votre émotion, Julien Drey, ce matin. Je vous remercie grandement d'être intervenu sur l'antenne et d'Europe 1 et de CNews. Je ne sais pas si l'un de vous a Chloé Morin, qui est essayiste et que je salue parce que vous vivez des moments qui ont été compliqués. Vous prenez la parole très souvent et on peut le dire publiquement avec votre compagnon, Monsieur Akili, qui a été injustement licencié de France Inter, France Info. Je ne sais pas d'ailleurs où on est aujourd'hui. Il poursuit Radio France au Prud'homme. D'accord, donc aujourd'hui il a été licencié. Oui, bien sûr. Bon, et nous en avions parlé parce que il a été licencié pour un livre qu'il n'a pas écrit avec Monsieur Jordan Bardella. Tout à fait. Bon, mais ça c'est la maison France Info, France Inter. J'aime bien la présentation parce qu'elle est exacte et à la fois absurde. Donc j'imagine pour lui d'abord que c'est douloureux le temps qu'il vit parce que c'est injuste. Je regrette évidemment que tous les dirigeants de France Info se soient comportés comme ils se sont comportés vis-à-vis de lui, qu'il fallait qu'une tête tombe et que ce fut la sienne. Et j'ai lu souvent votre prise de parole sur les réseaux et la femme que vous êtes, la sienne en tout cas, a voulu être à ses côtés. J'ai trouvé ça à la fois émouvant, touchant et admirable. Merci. Je suis étonnée en fait moi depuis le début de cette campagne de ce qu'on personne ne se soit soucié de mesurer ce que donnait le duel entre le RN et la gauche unie. C'est-à-dire que ça fait 10 jours qu'on entend la gauche dire « nous sommes le barrage au RN, nous sommes le barrage au RN », et on constate, et moi c'est ce qui m'a interrogée, que Marine Le Pen et Jordan Bardella ciblent prioritairement la gauche et pas prioritairement Emmanuel Macron. Donc j'ai fait un sondage. Alors il faut savoir que les sondages, on ne peut pas faire le second tour avant le premier, c'est-à-dire que c'est fini. Bien sûr. Donc j'ai fait des duels de préférence. Et j'ai demandé aux Français, donc à un échantillon national représentatif, et le sondage a été fait par Opinionway. Je rappelle que vous êtes essayiste, hein, bien sûr, et que vous travaillez sur ces domaines-là. Sur les sondages. Qui il préférerait voir gagner entre un candidat de gauche, enfin de la gauche unie, et un candidat RN. 41% préfèrent le candidat RN et 34% le candidat de la gauche. Donc, il me semble que... Alors, il y a des réalités locales avec des candidats de gauche qui sont implantés. Les candidats PS, ça n'est pas la même chose que les candidats LFI. Donc, je pense par exemple que les candidats LFI vont avoir beaucoup plus de mal dans leur duel avec le RN que les candidats socialistes. Mais l'un dans l'autre, il me semble que rien que cette donnée devrait tous nous interroger. Et ça, en tout cas, ça nous amène à décrypter, moi, ça m'amène à décrypter la campagne que fait le Rassemblement national parce que du coup, on comprend très bien pourquoi il cible prioritairement la gauche et pas Emmanuel Macron. Et ça devrait, à mon sens, aussi interroger la gauche unie, qui répète que l'union est finalement le seul moyen de faire barrage au RN. Et ça devrait surtout interroger des gens comme Jean-Pierre Raffarin et des gens qui sont de droite et qui, me semble-t-il, sont déconnectés de leur électorat. Parce que leur électorat, je pense qu'au deuxième tour, entre un candidat LFI et un candidat RN, je pense qu'ils iront plus naturellement vers un candidat RN que vers un candidat LFI. Mais en revanche, Jean-Pierre Raffarin a eu cette phrase hier qui peut étonner les électeurs. Il a dit c'est aussi grave. LFI, RN, c'est aussi grave. Pardon, je ne vote pas extrême droite. Il ne dit pas je ne vote pas extrême gauche. Sa première réaction, c'est de dire je ne vote pas extrême droite. Mais on a un précédent. Déjà en 2022, il y a eu une soixantaine de duels
RN, NUPES. Le RN en a remporté une quarantaine. Donc on voit déjà qu'en 2022, il y avait déjà une préférence. Mais c'est très vrai. Le duel des européennes, c'était Renaissance contre le Rassemblement national. Le duel des législatives, Renaissance est sorti du jeu. C'est la NUPES, enfin le Front de gauche, Front populaire, contre le Rassemblement. On en parlera tout à l'heure, mais tout le monde n'est pas sur la ligne de Jean-Pierre Raffarin. Par exemple, quand tu lis François Fillon, tu comprends qu'il n'est pas sur cette ligne-là, et François-Xavier Bellamy non plus d'ailleurs. Les 25% qui restent. Ne choisissent pas à cette heure. Voilà, ce sont des gens qui disent, moi je voterai jamais pour l'un ou pour l'autre, ou il y en a une partie qui hésite. Pour l'instant, à cette heure, ils ne se prononcent pas. Évidemment que lorsque le choix va se concrétiser, on peut imaginer quand même qu'un certain nombre vont bouger. Ni l'un ni l'autre. Ce qui serait intéressant également, c'est de voir, je ne sais pas si d'ailleurs ça peut se mesurer, mais de voir pour qui voteront les Juifs de France. Bah écoutez, c'est très compliqué. Dans un quartier où cette communauté est bien représentée, je peux vous dire que c'est massivement RN. Ouais, carrément. Non mais vraiment, il y a même pas photo. C'est 90% des gens juifs qui m'abordent dans la rue, d'abord pour me dire qu'ils ont peur, qu'ils sont angoissés, qu'ils hésitent à partir. Tous les juifs ne rêvent pas de vivre en Israël. Et beaucoup de juifs qui disent, moi, mon pays, c'est la France, je partirai à contre-cœur, me disent, je vais voter. Mais c'est quand même un immense paradoxe de l'histoire, puisqu'ils ont défilé, ces juifs de France, dans les années 80, contre Jean-Marie Le Pen, et ils pensent, à tort ou à raison, mais ils pensent aujourd'hui que ceux qui les protègent le mieux, c'est le Rassemblement national. Sans hésiter, ce sont des c'est la bascule de Serge Klarsfeld. Univoques. C'est ce qu'explique très bien Serge Klarsfeld. Serge Klarsfeld a déclaré le week-end dernier qu'entre un candidat RN et un candidat LFI, il votait Rassemblement national puisque l'antisémitisme s'est déplacé de l'extrême droite à l'extrême gauche. Parce que c'est le même parti, tout simplement. Voilà, il est 9h22, je remercie évidemment Sandra Buisson, et cette affaire, je l'ai dit, est extrêmement importante parce qu'elle arrive à un moment de la campagne électorale, bien sûr, à 15 jours du scrutin. Je vais saluer non pas de visu, mais à l'oral, notre ami Thomas Hill, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas dans les locaux d'Europe 1, mais il est, je crois, dans une station de voitures, il me semble, ou chez un magasin de voitures, il me semble. Je ne sais pas si je peux citer. Il achète une voiture en direct ? Non, mais il m'entend ou pas ? Il ne m'entend même pas, je pense. Il ne m'entend même pas. Bon. Parfois, il ne m'écoute pas, mais là, il ne m'entend pas. Donc, je le salue. Évidemment, Thomas Hill, je lui souhaite une excellente émission jusqu'à 11h. Et nous allons marquer une pause et nous reviendrons évidemment avec les propos d'Emmanuel Macron hier sur la dissolution. Il ne peut pas dire autre chose. Il ne peut pas dire « j'ai pris ça à la légère ». De toute façon, tout ce qu'il dit maintenant. Le problème, quand tu as fait une erreur et que tu es chef, tu es obligé de valider l'erreur. Ça, c'est le principe. Ils sont tous comme ça. Personne ne dit jamais « j'ai fait une bêtise ». Bon. Surtout avant le vote. Oui, donc il ne peut plus dire ça. En revanche, ce dont je vous ai parlé hier, c'est l'article 16. Ce qui prouve bien que ça venait de l'Élysée. Pas du tout. Arrêtez, non, avec ça. Arrêtez de me mettre là-dedans. Je vous le dis. Je vous demande de vous arrêter. C'était votre flair, Pascal. Non, exactement. Puisque c'était votre flair. Mais exactement. Voilà, en plus, vous avez un don de voyance. Mais non, mais enfin, c'est pas. Vous vous doutez bien, sérieusement, vous vous doutez bien que c'est pas l'Élysée qui me dit de parler de l'article 16. L'information d'Europe 1 ce matin, du service politique d'Europe 1, c'est qu'auprès de ses proches, Emmanuel Macron a évoqué l'article 16. Mais je je pense que c'est le contraire. C'est parce qu'ils nous écoutent, ils ont dit « Ah, au fait, il y a l'article 16, on n'y avait pas pensé. » Vous avez raison. Bon, mais l'article 16, il n'est pas clair, hein. Parce que l'article 16, au départ, j'ai cru que ça durait que 30 jours, mais en fait, tu fais ce que tu veux. Non. Si tu veux que ça dure 2 ans, ça dure 2 ans. Au bout de 30 jours, les oppositions peuvent saisir le Conseil constitutionnel. Oui, mais il y a un loup sur l'article 16, et le qui a été une seule fois, en 61. Le putsch des généraux. Et là, tu as les pleins pouvoirs. Là, tu fais ce que tu veux. Mais vous vous rendez compte ? Ah ben c'est la Constitution. La dernière fois, on l'a utilisé face à un putsch. Non, mais là, le plein pouvoir. Les élections législatives, les gens, ils savent s'exprimer. Les gens, ils savent pas ce que c'est l'article 16. L'article 16, le président fait ce qu'il veut. Il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus de militaires, plus de constitution, plus rien. Il y a un homme. Non, mais ça ferait une polémique immense. Bah, c'est la vie. Il dit que c'est en cas d'émeute. Oui, c'est son entourage. Merci Sandra Buisson, on est en retard. 9h25, à tout de suite.